Nous allons reprendre, continuer ce que nous avons poursuivi la dernière fois. Je vous avais présenté quelques éléments de bibliographie et j'ai oublié un peu, parce que je le connais trop bien et que vous pouvez également assister à ces cours, il y a quand même un auteur essentiel dans cette affaire, c'est Henri Laurens. Donc, mon collègue ici, professeur de longue date au Collège de France. Et c'est intéressant de signaler que les orientalistes sont un petit peu à part des historiens de la colonisation ou des empires. Disons que ces derniers tendent à oublier qu'il existe des orientalistes de très haut niveau qui ont abordé les mêmes questions qu'eux, parfois avec plus de culture, de pénétration. Et je crois qu'en réalité, sur l'histoire longue de la colonisation, il y a beaucoup à apprendre dans l'œuvre d'Henri Laurens. Notamment, il souligne à plusieurs reprises par l'exploitation des archives diplomatiques, notamment, puisque vous savez que les affaires étrangères, il y a une quinzaine d'années, ont rapatrié peu à peu de tous leurs centres, de tous leurs consulats, ont rapatrié les archives et les ont concentrées à Nantes. Et l'exploitation des archives des affaires étrangères à Nantes, ça a donné, c'est d'une richesse extraordinaire et c'est encore loin d'être fini. Et c'est un des apports d'Henri Laurens d'avoir mobilisé de jeunes équipes sur l'exploitation de ces archives. Et on découvre que les gouvernements français sont extrêmement préoccupés par toute la contagion des idées qui peut survenir entre le Machrek et le Maghreb, entre l'Orient et le Maghreb, et la peur que des idées de subversion puissent se propager depuis la Mecque, ou depuis la Syrie, ou depuis Bagdad, jusqu'en Algérie. Ça existait déjà au XIXe siècle, ce n'est pas quelque chose de récent. Mais bon, ce n'est pas uniquement sur ce point-là que vous trouverez des développements tout à fait passionnants chez Laurens. Il y a aussi le fait... Alors, j'aimerais bien que les téléphones portables soient neutralisés. Je crois que normalement, vous avez une injonction pour le faire, il me semblait. Moi, je ne la vois pas, mais bon. Donc, s'il vous plaît, il faut prendre cette injonction au sérieux parce que, voilà. Mais je poursuis. Et donc, on trouvera aussi dans ces écrits des réflexions extrêmement intéressantes sur la notion de terrorisme, sur la notion d'empire, sur les avatars de la notion d'empire à travers les siècles. Enfin, ce sont des essais d'une profondeur étonnante. Et pour s'initier à cette œuvre qui est prolifique, qui est immense, le meilleur moyen, me semble-t-il, c'est ce gros livre de poche. Alors, il est épais, 1792 pages, mais ce sont des essais, c'est une collection d'essais, on peut butiner à sa guise à travers ces essais. Si vous vous intéressez à la question d'Orient, à la question de Palestine, eh bien vous lisez les sections correspondantes, mais si vous vous intéressez à la colonisation, il y a toute une série de sections. Bien sûr, ça commence par ce qui fut la première grande spécialité d'Henri Laurens, l'expédition d'Égypte, qui est une expédition coloniale, même si on l'a critiquée. Et là aussi, la continuité qui existe entre l'expédition d'Égypte et les autres entreprises coloniales de la France fait l'objet de très belles analyses dans ce recueil. Donc pour moi, c'est la meilleure initiation possible. C'est ce livre de poche, c'est le format de poche, mais en même temps c'est très épais et ça couvre la plupart des choses qu'il a écrites de 1982 à 2018. Donc j'y puiserai de temps en temps en signalant mon emprunt. Alors, dans un tout autre registre, pas du tout avec les mêmes ambitions, bien sûr, mais vraiment très important pour connaître l'histoire de la guerre d'Algérie. J'ai une oreille très fine, j'entends les bruits derrière les bruits, c'est terrible, c'est une maladie, mais je vais essayer de la surmonter. Donc, il y a les travaux de Kamel Kateb que j'ai oublié de signaler dans mon exposé précédent. Kamel Kateb, c'était un chercheur algérien réfugié en France qui avait fui l'Algérie. Il était à la fois persécuté par les militaires et par les islamistes pendant la décennie noire. Et nous l'avons
hébergé à l'INED et protégé à l'INED, où il a pu travailler en toute quiétude et créer une œuvre considérable d'articles, d'ouvrages sur la démographie sociale des colons et des indigènes, lui aussi en exploitant les archives existantes qui venaient souvent d'être ouvertes. Et donc, par exemple, on lui doit un cahier de l'INED européen, indigènes et juifs en Algérie, 1830-1962, le décalage entre les représentations et les réalités. Un autre, je ne cite qu'une partie, avec Guy Brunet, qui est spécialiste de démographie historique à Lyon, l'Algérie des Européens au XIXe siècle, naissance d'une population, transformation d'une société, donc l'origine des colons, c'est ça qui est évoqué dans ce livre, ou encore les camps de regroupement. Vous savez que Pierre Bourdieu, dans un de ses premiers ouvrages avec Abdelmalek Sayad, avait étudié, ce livre appelé Le déracinement, avait étudié les attitudes des personnes qui se trouvaient regroupées, mais c'était une optique assez particulière, assez précise. Là, il s'agit vraiment de toute l'histoire d'un grand camp de regroupement, puisqu'on estime qu'à peu près un tiers de la population algérienne, pendant la guerre, a été déracinée de ces villages et regroupée dans des camps. Et donc là, on a l'analyse très précise d'un des grands camps de regroupement, celui de Cherchel, qui est donc sur la côte ouest de l'Algérie. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'au fond une entreprise de colonisation? Si on prend des choses de façon très factuelle, c'est une minorité qui prétend dominer une majorité. C'est la domination, c'est une minorité dominante. Et du coup, ça soulève toute une série de questions majeures. Et dès l'époque, et c'est ce sur quoi je voudrais insister, les contemporains, tout de suite, ont été sensibles au dilemme à peu près insoluble que pose cette situation. Comment prétendre dominer une majorité quand on est... quand on n'a pas la majorité? Alors c'est à la fois un problème démographique et puis démocratique. On ne peut pas accorder des droits des droits civils, le droit de vote, etc. à la majorité, sinon la majorité risque de devenir évidemment, de prendre le pouvoir, et la colonisation, c'est l'inverse, c'est l'idée que la minorité va pouvoir dominer la majorité malgré son infériorité numérique. Et c'est ce que montrent les grands historiens des colonisations, que ce soit Daniel Rivet, que j'ai présenté la semaine dernière, ou Jacques Frémaux. Ces populations, évidemment, ça varie selon les périodes, mais seront sans cesse sur la défensive, et auront toujours peur de la rébellion. Il y a un témoignage assez intéressant, très révélateur, c'est le petit livre de Pierre Nora, écrit très tôt, au début des années 60, sur les Français d'Algérie, où il montre bien que, certes, dans des positions de domination, il peut y avoir un certain paternalisme vis-à-vis des colonisés, mais enfin, très souvent revient la situation de défensive. Et là, les rapports numériques ne sont pas simplement des rapports de classe, sont aussi des rapports de race. C'est l'expression utilisée par Pierre Nora dans ce petit livre qui reste un très bon témoignage sur la façon dont les colons vivaient leur rapport avec les colonisés. Bon, il y a toute une série d'autres témoignages, évidemment, j'en parlerai éventuellement. Et donc, du coup, face à cette situation, plusieurs solutions sont possibles, plusieurs voies peuvent être frayées, et à chaque fois, les protagonistes ont évidemment beaucoup de mal à saisir ce qui va réellement se passer, dans quelles conditions ils vont pouvoir anticiper le rapport de domination. Alors évidemment, la colonie de peuplement, c'est une solution qui est disponible, assez aisément disponible, c'est la domination sur place par le nombre. Cette fois, on n'est pas longtemps minoritaire, et on a affaire à des populations natives ou indigènes ou aborigènes qui sont très dispersées, qui occupent l'habitat d'une façon très extensive.
des populations très vulnérables en termes d'armement, de ressources. Et du coup, les solutions qui ont été trouvées, c'est des solutions qu'on connaît bien en Australie, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, au Canada, etc., c'est le refoulement, c'est le cantonnement, c'est le refoulement dans l'ARPI, dans des réserves. L'expression de cantonnement va être aussi beaucoup utilisée en Algérie, mais on va se rendre compte très vite, et les contemporains font sans cesse des allusions à la situation australienne ou à la situation des États-Unis. Et ils ont ces modèles-là en tête et sans cesse ils se disent ah oui, mais ce serait bien si on pouvait faire comme eux, mais on ne peut pas. Enfin bon, tout cela est constamment mis en balance dans les réflexions des contemporains. Donc le refoulement dans des réserves, bien sûr, l'extermination, qui est très directement évoquée, justifiée par toute une série d'auteurs, mais ce n'est pas nécessairement le point de vue dominant parce que règne au départ, d'abord on découvre les effets du choc microbien et on le constate également en Algérie. Il y a eu un choc microbien également qui a été assez défavorable aux populations, mais pas dans les mêmes proportions que ce qu'on a pu observer dans le Nouveau Monde avec les Incas, les Aztèques, sans parler des populations des Caraïbes qui elles ont été totalement éliminées. Mais enfin, bon, il y a encore des controverses sur l'importance du choc microbien, du collapsus microbien, comme disait Pierre Chaunu qui avait étudié ça. Les 9/10 de la population ont disparu, semble-t-il, dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique latine, sauf dans quelques États un peu plus protégés par leur altitude, comme les Andes, où j'ai eu l'occasion de travailler pendant près de 2 ans, et puis certains États d'Amérique centrale, comme le Guatemala, par exemple, qui garde une population indigène encore importante. Mais les épidémies, les famines, l'exil aussi. Alors en Algérie, il y a eu des famines considérables. Dans les années 1865-1867, on estime qu'à peu près un tiers de la population a disparu du fait des famines. Ce sont des choses assez peu connues, hein, mais qui ont été une des raisons pour lesquelles le grand projet du royaume arabe qui avait été projeté par Napoléon III n'a pas pu être mis en œuvre. C'était la situation absolument catastrophique de la population algérienne dans les années autour de 1867. Et là, Kamel Kateb a fait des estimations démographiques des pertes qui sont tout à fait intéressantes, même s'ils ne font pas l'unanimité, parce que les données sont très faibles. Il faut savoir qu'il n'y a eu pas d'état civil pour les indigènes, et par conséquent, l'estimation des populations a toujours été très problématique. Et au début, d'ailleurs, les premiers colons, les premiers administrateurs sous-estiment fortement le nombre d'Algériens. Ils voient ces campagnes un peu désertes, ces grandes terres vaines, ces terres collectives qui n'évoquent pas une agriculture intensive à laquelle on est habitué en Europe. Et ils ont conclu que finalement, il n'y a pas beaucoup de monde. Ils divisent, semble-t-il, à peu près par 2 l'estimation de la réalité de la population. Et puis, avec les premières maladies, les premiers chocs qui frappent aussi, alors il y a évidemment un autre choc, c'est la façon dont les soldats français mouraient, notamment de la malaria et de maladies tropicales. Mais enfin, il y a l'idée que finalement la population indigène est en train de diminuer. Il y a toute une série d'auteurs, d'ardents colonistes, partisans de la colonisation, qui disent mais la population algérienne est en train de décliner, il est bien possible qu'elle finisse par disparaître. Ce qui aujourd'hui nous paraît étonnant, puisque évidemment l'idée d'un rapport de force démographique au profit des colons au détriment des indigènes, c'est évidemment l'inverse de ce que nous pensons aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait encore une surmortalité formidable, et c'est un des paradoxes de la colonisation, des grands paradoxes de la colonisation, c'est que tout le travail médical, l'installation de centres de santé un peu partout dans les campagnes, a finalement réduit la mortalité infantile, réduit la mortalité de la population indigène et contribué à sa croissance démographique. C'est un des paradoxes, c'est un des aspects positifs de la colonisation, c'est d'avoir
de façon au début très très inégalitaire, hein, parce que ce n'était pas le même type de médecine. Les grands centres de santé étaient quand même concentrés dans les villes, mais il y a eu un effort, parfois reposant sur quelques individus, sur quelques réseaux, pour implanter la révolution pasteurienne, par exemple, dans les campagnes du Maghreb, avec des effets démographiques importants. Donc, et on s'est aperçu assez vite, et je donnerai quelques chiffres tout à l'heure, qu'on ne pouvait plus miser sur le déclin démographique du monde musulman dans un pays comme l'Algérie. Il y a eu aussi, c'est moins étudié, Kateb en a un peu parlé, il y a eu aussi une partie de la population, certaines tribus, qui ne supportant pas l'idée qu'on puisse être sous la domination de chrétiens, d'un pouvoir chrétien, sont allés se réfugier dans des pays musulmans. Donc il y a eu une émigration de fuite, hein, de refuge, une immigration en quelque sorte religieuse dans certains pays du Proche-Orient notamment, mais ce sont des phénomènes qui sont encore assez mal étudiés. Et il y a eu quelques effets d'entraînement localement qui ont parfois entraîné le départ de plusieurs milliers de personnes. Donc là aussi, je reviendrai. Hein. Pour l'instant, je vous fais une séance qui va être un peu impressionniste, je m'en excuse, qui va être une sorte de touche, une série de petites touches pour essayer de voir un petit peu avec vous de quel genre de questions nous allons parler. Alors, la deuxième voie, c'est au fond une domination beaucoup plus distante, et ça va être la voie des colonies d'exploitation. Les colonies d'exploitation, ce sera essentiellement l'Afrique occidentale française, l'Afrique orientale française. Donc l'Afrique occidentale française, c'est toute la côte, c'est le Sénégal et les possessions, la Côte d'Ivoire, etc. Et l'AEF, l'Afrique équatoriale française, c'est l'actuelle République centrafricaine, c'est le Congo Brazzaville, et ça remonte jusqu'au Tchad voilà. Et ça inclut aussi ce qu'on appelait à l'époque le Soudan, hein, ce qu'on appelle le Soudan à l'époque de la colonisation, c'est en fait essentiellement le Mali. Hein. Le mot Soudan est un terme générique qui peut désigner tous les pays des Noirs, c'est l'origine arabe du mot. Et donc, un jour dans le monde, il y avait quelqu'un avait Morigéné, l'auteur d'un article en disant, vous parlez du Soudan, mais le Soudan, c'est à des milliers de kilomètres de là. Et le journal a publié ce correctif qui était lui-même faux. Hein. Donc le Soudan, pour l'armée française, c'est essentiellement le Mali actuel. Donc dans tous ces pays-là, où les populations étaient peu denses, donc on était en principe dans le cas favorable d'une minorité que l'on aurait pu dominer par le nombre, mais les conditions climatiques ne le permettaient absolument pas et le choix était vite fait de transformer ça en colonie d'exploitation. C'est essentiellement sous l'influence de Paul Leroy-Beaulieu, l'économiste de Sciences Po dont je vous parlerai tout à l'heure, mais qui a été professeur ici au Collège de France, qui était donc un homme très très libéral, très anti-État, grand partisan de la colonisation, mais de la colonisation privée, par des forces privées, alors qu'auparavant, tous les économistes libéraux étaient essentiellement opposés à la colonisation par principe, trouvant qu'elle était beaucoup trop coûteuse, pas assez rentable, etc. Paul Leroy-Beaulieu, dans un grand essai qui date de 1874 sur la colonisation, eh bien, va finalement développer l'idée qu'au fond, une colonisation réussie dans ce genre de terre, de territoire, ne peut marcher qu'avec des concessions à des sociétés privées. Et ce sont ces concessions à ces sociétés privées qui vont coloniser essentiellement donc l'Afrique équatoriale française, avec des conséquences assez dramatiques, parce qu'en fait, ça va se traduire par une extraordinaire contrainte sur les populations, bien plus forte encore que celle qu'on a pu observer en Algérie, un système de réquisition systématique. Il y a aussi ce qu'on appelle le code de l'indigénat, mais ça j'en reparlerai, il existe partout, y compris en Algérie, y compris en Indochine. C'est même en Indochine qu'il a d'abord été expérimenté pour la première fois, mais c'est un code de l'indigénat qui... Le code de l'indigénat, c'est l'idée que
les populations ne sont pas justiciables des tribunaux ordinaires. Ce sont les administrateurs locaux qui ont tout pouvoir de mettre des amendes, d'emprisonner, de décider des corvées, des réquisitions, etc. Les petits administrateurs locaux avaient un pouvoir considérable sur les populations énormes. Ils étaient souvent livrés à eux-mêmes, donc très peu contrôlables. Et c'est dans ces pays-là que l'on va observer les systèmes de réquisition de culture, de travail forcé, d'imposition de culture dont il fallait livrer les productions de façon périodique, etc. C'est un régime extraordinairement sévère, très cruel, avec des punitions collectives, des punitions corporelles à n'en plus finir. On en verra des témoignages assez étonnants. Et la colonie d'exploitation donc, ne peut pas fonctionner sans une très très forte coercition. C'est ce que, évidemment, on peut dire maintenant avec le recul du temps. Et alors, il y a toujours eu la recherche d'une voie un peu mixte, y compris pour l'Algérie. Il faudrait exploiter tout en peuplant, peupler tout en exploitant. Et la domination pourrait s'exercer pas nécessairement par le nombre, mais en tout cas en protégeant les colons décolonisés et en les protégeant par l'institution d'un différentiel juridique, d'un fossé juridique considérable que j'ai commencé à vous exposer. Le code de l'indigénat, c'est vraiment l'idée que les grands principes de la République, parce que ça n'a pas uniquement fonctionné sous Napoléon III, loin de là, ça s'est même accru en sévérité sous la Troisième République. Eh bien, l'idée, c'est que les grands principes républicains, liberté, égalité, fraternité, ne sont pas des produits d'exportation. On ne peut pas les exporter dans l'économie. Alors là, j'emprunte, je recopie une formule infameuse. Gambetta avait dit, et Gambetta donc prend le pouvoir à partir de la chute de Napoléon III, 1871, Gambetta avait dit que la laïcité n'est pas un produit d'importation. Et il disait ça pour justifier le fait que la République, tout en étant république, tout en étant extrêmement laïque, et parfois laïque de façon très offensive, laissait toutefois aux missionnaires la possibilité d'œuvrer dans les terres de colonisation à peu près sans limite, ce qui fait que d'ailleurs, après la loi de séparation de l'Église et de l'État, un nombre important de religieuses et de religieux vont se reconvertir dans les missions, parce que là, ils pouvaient, je ne vais pas utiliser l'écriture inclusive, mais elles pouvaient officier avec une très très grande liberté dans les colonies, et il y avait une alliance entre le pouvoir républicain et le pouvoir religieux dans les colonies qui n'existait plus en métropole. Donc cette idée que ce qui vaut pour la métropole ne vaut pas pour les colonies et réciproquement était une idée extrêmement forte. Donc on l'a pour le code de l'indigénat, les grands principes de droit affirmés de façon tout à fait solennelle et qui n'avaient cessé de progresser dans les métropoles, ça ne vaut pas pour les colonies. Et on expliquait cette dérogation par le fait que les populations colonisées n'étaient pas au niveau qui leur permettait de mériter les bienfaits de la République. L'égalité des droits dans le système républicain, c'est pour ça que c'est difficile à accepter aujourd'hui, mais la République a été raciste. Enfin, il y a eu un racisme républicain tout à fait officiel, mais qui reposait sur l'idée que les grands principes républicains, pour être appliqués, nécessitaient des populations qui soient déjà au niveau. Le problème se rencontre dès les débuts de la Révolution française, puisque dès les débuts de la Révolution française, le droit de vote est interdit à toute une série de catégories de la population, les femmes d'abord, et vous savez que ça va durer très longtemps jusqu'en 1945, parce que les femmes n'étaient pas suffisamment autonomes et indépendantes pour pouvoir accéder à la liberté républicaine et à l'exercice de la citoyenneté. Mais il y avait aussi les domestiques. Ils étaient trop dépendants pour avoir le droit de vote. Il y avait les faillis, ceux qui avaient vécu des faillites commerciales. Il y avait une série de populations qui
n'avaient pas. Et puis il y avait surtout tous les vagabonds, toutes les personnes errantes, tous ceux qui n'avaient pas un domicile fixe depuis une certaine durée. Et donc ça justifiait aussi, évidemment, au début, des systèmes censitaires, mais la République avait également une forme de sens et elle a été très exclusive. Donc comment la République pouvait-elle être à la fois très inclusive, proclamer la loi est la même pour tous, hein, c'est dans la Déclaration universelle, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pardon, la loi est la même pour tous, et en même temps refuser le bénéfice de la loi à des catégories entières de population qui au total faisaient plus de 50% de la population puisque les femmes en étaient exclues. Eh bien, ce paradoxe, il est aiguisé à l'extrême dans le système colonial et on pouvait en toute bonne foi estimer que la métropole avait atteint un degré de civilisation à nul autre pareil, mais que la tâche consistant à civiliser les indigènes serait une tâche très longue. Donc on vous occupe, on vous confisque vos terres, on vous écarte de la participation au pouvoir. En échange de quoi, vous aurez droit aux bienfaits de la civilisation, mais à terme, il faudra attendre, il faudra patienter, et les auteurs de l'époque disent souvent peut-être 2 siècles avant que le bénéfice des droits complets vous soit accordé, avec toujours ce problème que si vraiment on accomplit ce programme républicain, eh bien, on risque d'être dominé par le nombre. Et donc, c'était un peu insoluble. Le problème démographique et le problème démocratique étaient en interaction et contribuaient à définir un dilemme à peu près insoluble. Et du coup, une des solutions qui a été trouvée parfois, ça a été de ralentir de façon tout à fait explicite le processus de civilisation. On va certes construire des routes, des chemins de fer, etc., mais enfin, ils vont d'abord servir aux colons, ils vont être orientés sur les grandes villes. On va certes équiper le pays en écoles, mais là, il y a tout un discours extrêmement précis et plusieurs auteurs l'ont vraiment démontré en lisant toute cette littérature de l'époque. Il faut instruire les indigènes, mais pas trop. Il faut juste leur permettre d'acquérir un niveau qui leur permettra d'être des auxiliaires loyaux et fidèles sur le plan technique, sur le plan politique de la population des colons. Une toute petite minorité peut éventuellement être admise à l'enseignement supérieur, mais il faudra soigneusement la contrôler. Et ce problème n'est pas d'ailleurs un problème spécifique à la colonisation. Il faut bien comprendre que pendant tout le XIXe siècle, avant que s'instaure l'idée d'une école gratuite et obligatoire, qui sera très longue à mettre en œuvre, je rappelle que les lycées publics étaient encore payants dans les années 30. La fraction de la population qui avait accès au baccalauréat dans les années 30 était minime. C'était 10% de la population. C'est pour ça que les souvenirs de l'époque, il faut toujours les remettre dans le contexte. Les instituteurs avaient à l'époque la possibilité de jeter leur dévolu sur un élève ou deux. Ils avaient le temps et c'était des minorités déjà très sélectionnées. Aujourd'hui, c'est plus possible. Ça devient extrêmement difficile. Bon, je referme la parenthèse. Donc, il y avait à l'époque, quand on regarde les taux de scolarisation, là aussi je vous donnerai des chiffres, les taux de scolarisation avant la Seconde Guerre mondiale ont été très très faibles dans tous les pays colonisés. Ils ont grimpé essentiellement après la Seconde Guerre mondiale, avec cet effet d'optique qui est assez particulier, c'est que les écoles étaient très concentrées dans les villes, alors que la population musulmane, en Algérie par exemple, était très concentrée dans le monde rural. À 80%, ils vivaient dans le monde rural. Donc la partie des jeunes musulmans, des enfants musulmans que l'on voyait, que l'on pouvait côtoyer dans les écoles urbaines, c'était une partie très sélectionnée. Et donc, c'était une expérience courante des anciens colons, aujourd'hui rapatriés, d'avoir eu en classe des camarades qui étaient musulmans, qui étaient arabes et avec qui l'entente était tout à fait possible, avec qui les rapports étaient excellents, mais c'était une minorité. L'immense masse de la population musulmane se retrouvait dans des écoles rurales, souvent vouées à des écoles coraniques,
et n'avaient pas accès à l'éducation. Donc là, il y a des illusions d'optique qui sont liées à des effets de structure, d'une très très inégale répartition des écoles et des publics, selon qu'on était dans le monde rural ou dans le monde urbain. Bon, un des grands problèmes fondamentaux, c'est que très tôt, la métropole a imposé aux colonies ou a toléré l'existence des colonies à condition d'observer ce qu'on a appelé le pacte colonial. Le pacte colonial, ça consiste en dire la colonie doit vivre, mais par ses propres moyens. Il n'est pas question qu'elle soit à la charge du budget de la métropole. Alors, nous verrons ceci en détail, notamment dans les séminaires, quand nous recevrons Denis Cognot, qui vient de publier il y a quelques mois un livre qui s'appelle « Un empire à bon marché », une formule qu'on trouve déjà chez Henri Laurence, par exemple. C'est très compliqué de faire le bilan comptable, la balance commerciale, tous les flux qui sont allés du budget public vers les colonies, ce que les colonies ont apporté à la métropole. Si vous regardez par exemple l'exposition coloniale de 1931, elle est tout entière orientée sur l'idée que les colonies, ça rapporte. Les colonies ont un bilan, apportent toute une série de contributions à la métropole. C'était l'idée de Lyautey, notamment, qui était le commissaire général de l'exposition. Et donc, on va insister beaucoup sur les flux qui vont de la colonie vers la métropole. Si vous regardez la façade de l'actuel Musée national d'histoire de l'immigration, qui a récupéré le bâtiment, le vaisseau amiral de l'exposition de 1931, eh bien, vous voyez qu'on voit tout le travail des colonisés, le portage notamment, tout ça ici est très visible, le travail agricole. Les colons n'apparaissent pas du tout dans cette façade. Il n'y a aucun colon représenté sur cette immense façade du Musée national de l'immigration. C'était voulu, c'était la commande. Il fallait montrer que les colonies travaillaient, qu'elles bossaient pour nous, et au total nous apportaient quelque chose. Bon. Alors, le problème de ces bilans économiques, coûts-bénéfices pour la colonie, c'est que est-ce qu'il faut inclure là-dedans les dépenses militaires ou pas? Si vous incluez les dépenses militaires, si vous incluez le fait que souvent tout un artisanat local, tout un commerce local vivait essentiellement parce qu'il fallait nourrir et loger les militaires, eh bien évidemment ça fausse complètement les calculs. Et donc une colonie n'est pas indépendante si elle vit essentiellement par le marché qui est lié à la présence des militaires. Ces militaires ont été très nombreux. C'était un des gros problèmes que Thiers, le Premier ministre, donc après la Commune, ou que Napoléon III par la suite auront, c'est sans cesse l'Algérie mobilise, monopolise un nombre considérable d'effectifs considérables de nos troupes, alors qu'on avait d'autres projets au Liban, en Crimée, au Mexique, etc. Et l'idée, ça fâchait terriblement Napoléon III d'avoir 60 000 soldats mobilisés en permanence dans une contrée comme l'Algérie. Donc, et c'est au moment des décolonisations, et là c'est un des paradoxes les plus tragiques de toute cette histoire, c'est au moment des décolonisations, quand on n'a pas cru, quand on n'a pas accepté l'idée qu'on devait un jour ou l'autre quitter ces nations-là, que des efforts militaires considérables ont été faits. La guerre d'Indochine a été extraordinairement coûteuse. C'était quand même un théâtre d'opération extrêmement lointain. La guerre d'Algérie aussi a été extrêmement coûteuse. Et une des raisons pour lesquelles De Gaulle change d'avis en très peu de temps, c'est aussi parce qu'il mesure à quel point la volonté de se maintenir sur place coûte que coûte, même si les opérations militaires sont gagnantes éventuellement, le coût est absolument considérable. Donc nous regarderons cette histoire du coût qui va être toujours observée par les contemporains, qui est sans cesse discutée, mais en même temps, l'histoire du coût est complètement supplantée par d'autres considérations qui sont
la grandeur de la France, le rang de la France, l'honneur, le rang que doit tenir la France dans la compétition des nations. Et là, la concurrence des nations pour conserver les colonies va jouer un rôle énorme qui souvent va effacer d'autres considérations plus rationnelles de coût ou même de contribution en termes de civilisation, par exemple. Alors, le fameux décret Crémieux qui, en 1871, naturalise d'office tous les Juifs d'Algérie, uniquement les Juifs d'Algérie, et uniquement les Juifs d'Algérie dans le régime civil. Ça n'inclut pas les Juifs qui vivaient dans le sud de l'Algérie, dans les zones proches du Sahara. Eh bien, ce décret Crémieux avait pour volonté essentiellement aussi de corriger le rapport numérique entre les Français et la population musulmane. Donc un décret d'assimilation, mais partiel, visant certainement un groupe, décrété. On dit parfois qu'on ne peut pas changer la société par décret. Là, le décret Crémieux donne un contre-exemple. Oui, on a quand même changé le sort de ces personnes par décret d'une façon assez étonnante, assez radicale. Voici le décret Crémieux. C'est un des décrets les plus courts de l'histoire. Et il est signé Adolphe Crémieux, Léon Gambetta et deux autres. C'est juste le 24 octobre 1870 à Tours, parce que c'est là qu'est installé le gouvernement provisoire après la défaite de Sedan, après la chute de l'Empire. Et donc, voilà, le gouvernement de la défense nationale décrète les Israélites indigènes des départements de l'Algérie sont déclarés citoyens français. En conséquence, leur statut réel et leur statut personnel seront, à compter de la promulgation du présent décret, réglés par la loi française, tout droit acquis jusqu'à ce jour restant inviolable. Et donc, toute disposition législative, tout senatus consulte, et senatus consulte, c'était les décrets de Napoléon III, décrets, règlements ou ordonnances contraires sont abolis. Voilà le fameux décret Crémieux. Donc, sur le décret Crémieux, il y a toute une série de chercheurs, il y a les témoignages aussi de Benjamin Stora. On sait que ce décret a été rapporté par Vichy et ensuite qu'on a mis longtemps à le remettre en vigueur. La promulgation de ce décret avait déclenché la fureur des populations françaises d'Algérie qui étaient déjà à cette époque vraiment gangrénées par l'antisémitisme. Voilà, et puis vous voyez en même temps le côté magique. Ils sont déclarés citoyens français. La loi, c'est beau quand même. C'est une formule, un texte. S'il n'y a pas de magie dans le fonctionnement de nos sociétés modernes, quel autre exemple pourrait-on donner? Alors, et il y a eu la recherche aussi d'une troisième voie, qualifié d'utopique, qui est ce qu'on a appelé longtemps la fusion, et après l'assimilation, bien que ce ne soit pas exactement la même chose. Donc les Saint-Simoniens, les disciples du comte de Saint-Simon, je rappelle qu'il y a deux Saint-Simon, il y a le duc, le mémorialiste de Louis XIV, et puis il y a le comte, qui est donc cette espèce de philosophe technocrate en quelque sorte, qui consiste à dire qu'on peut réorganiser la société, on peut améliorer la société par une réorganisation centrée sur les techniciens, les ingénieurs, les architectes, voilà. Donc c'est une espèce de super technocratie avant l'heure qui s'est beaucoup intéressée à l'Algérie, dans laquelle elle voyait un terrain d'expérience pour mettre en œuvre ses idées. Et donc, les Saint-Simoniens avaient des préjugés extrêmement favorables vis-à-vis des populations locales, mais en même temps étaient bien décidés à mettre en œuvre le projet colonial. Et c'est ce qu'on va voir en entrant un peu dans le détail de l'œuvre de Pélissier de Reynaud, dont je parlerai dans quelques instants, qui est un des représentants de cette thèse fusionniste. On peut fusionner les populations européennes et les populations arabes, et elles vont vivre en intelligence. On va même encourager les unions mixtes, et ça fera ainsi un nouveau peuple avec lequel on va pouvoir travailler de façon efficace et qui améliorera son bien-être.
En même temps, évidemment, toutes ces solutions, il y a la dernière solution qui manque, c'est l'idée, après tout, à quoi bon rester? Enfin, la quatrième solution, c'est partir, puisqu'il y a tous ces dilemmes. Et il va y avoir un certain nombre de gens qui vont le dire, qui vont expliquer qu'en fait, la seule façon rationnelle d'affronter tous ces problèmes, c'est de tirer la seule conclusion qui vaille, à savoir, nous n'avons rien à faire dans ces pays-là, mieux vaudrait se retirer et consacrer tous ces investissements à l'amélioration de la condition de la population française. C'est une espèce de cartiérisme avant l'heure, puisque vous savez qu'à la fin de la décolonisation, le journaliste Cartier, on oublie toujours son prénom, Raymond Cartier, je crois, avait écrit quelques articles disant mais il vaut mieux s'intéresser à nos provinces du Massif central, à nos régions du Massif central, que la Corrèze plutôt que le Zambèze. Bon, c'était son slogan assez fameux, bien que la France n'ait jamais eu affaire aux Zambèze, mais bon, c'était pour le bonheur de la rime. Et ça a marché, il a connu un succès. C'était un journaliste de Paris Match, hein, ce n'était pas un grand économiste devant l'Éternel ou un politique. Mais bon, c'est comme ça. Donc, alors, plusieurs auteurs ont cité, certains historiens de la colonisation, le fameux dialogue de Pyrrhus et de Cinéas dans la vie de Pyrrhus de Plutarque, dont je rappelle Plutarque, né vers 40-50 après Jésus-Christ et mort vers 125, ami de Vespasien, grec ayant acquis la nationalité, enfin la citoyenneté romaine, et auteur d'une œuvre immense, absolument passionnante, sur des quantités de sujets. C'est un des grands auteurs de l'Antiquité, et notamment on lui doit les vies parallèles que le jeune Rousseau lisait avec avidité des nuits entières, et c'est comme ça que Rousseau a forgé son style. Bon, je referme la parenthèse. Et le dialogue de Pyrrhus et de Cinéas a été souvent utilisé, Pascal l'utilise souvent. Il y a un essai, qui n'est pas le meilleur essai de Simone de Beauvoir, qui date de 1844, sur Pyrrhus et Cinéas, consistant à dire mais à chaque fois on peut décider de s'arrêter ou au contraire de persévérer, et cette philosophie d'existence peut imprégner absolument toutes nos décisions, tous nos gestes. Je ne veux pas du tout m'intéresser à cet aspect-là des choses. Il faut savoir que les anticolonistes, comme on disait au début du XIXe siècle, ont utilisé le dialogue de Pyrrhus et de Cinéas parce que la référence à l'Antiquité grecque et romaine a été constante pendant la colonisation. Alors là, je résume en modifiant un peu la traduction. Cinéas, le conseiller du roi Pyrrhus, le roi d'Épire, et qui avait pris dans une soif de conquête. Si les dieux nous donnent la victoire sur les Romains, que ferons-nous ensuite? Eh bien, nous irons conquérir la Sicile. Et ensuite, nous prendrons la Libye, et puis Carthage. Et à chaque fois, il donne des justifications pour expliquer l'intérêt de ces conquêtes. Et puis, eh bien, on va ensuite conquérir la Macédoine, et puis toute la Grèce. En réalité, on voit bien que ce récit de Pyrrhus, c'est le programme que les Romains vont accomplir progressivement. Et puis, après avoir conquis toute l'Italie, toute la Grèce, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Eh bien là, mon cher, nous jouirons de la vie tout à notre aise, buvant et banquetant tout le jour, donc l'idéal de la vie heureuse chez les Grecs. Alors Cinéas répond, eh bien, qu'est-ce qui nous empêche dès maintenant de boire et de banqueter, de passer le temps à causer si nous le voulons, puisque nous pouvons obtenir maintenant, et sans plus de peine, ce que nous ne devrions acquérir qu'au prix de beaucoup de sang, de fatigue et de danger, avec son lot de souffrance pour les autres et pour nous-mêmes. Et on comprend bien que ce texte, pour Plutarque, c'est une critique de la soif de conquête des Romains, cette soif absolument inextinguible que les Romains présentaient comme étant une bénédiction des dieux ou en même temps une sorte d'atavisme dont ils ne pouvaient se guérir. Et donc, c'est toute la question de l'impérialisme. Quel est le ressort de l'impérialisme? Pourquoi l'impérialisme est-il reprend-il sans cesse? A-t-il sans cesse besoin de nouvelles victimes? Donc toute une série d'auteurs, dès le début du XIXe siècle, se posent la question de savoir si la conquête coloniale valait vraiment le coup.
C'est une espèce de théodicée de la conquête. Est-ce qu'elle apporte plus de mal que de bien? Et du coup, certains disent, bah oui, mais si on ne s'y met pas, les autres s'y mettront. Les Britanniques prendront notre place à tel ou tel endroit. Bon, ça, c'est un très grand argument. Et je rappelle de quelle façon, par exemple, De Gaulle avait renoncé à l'annonce qui avait été pourtant faite au début de la Seconde Guerre mondiale d'accorder l'indépendance aux Syriens. Un gouvernement syrien autonome s'était constitué, avait déjà été reconnu par plusieurs puissances européennes, mais là, De Gaulle a une peur terrible, c'est que les Britanniques en profitent pour s'emparer de la Syrie. Et il n'est pas question que les Britanniques profitent des promesses françaises pour s'emparer de la Syrie. Ça, c'était l'obsession de Gaulle. Et on est là en pleine libération de Paris, et parmi les dossiers qu'il est en train de régler, il y a celui-là. Et il va envoyer des troupes, il va envoyer 2 bateaux de tirailleurs sénégalais qui vont aller à Damas essayer de garantir les conquêtes françaises. Et finalement, ce sont les Anglais qui ont chassé les Français. Et la fin du mandat syrien en 1945-1946 va être assez pitoyable pour la France, mais on voit bien que c'était cette logique de la concurrence, de la course coloniale. Et il faudra se demander, parce qu'après tout, tous les États ne sont pas entrés dans la course coloniale. Par exemple, on a expliqué que l'Allemagne, finalement, n'avait pas fait beaucoup de colonies, n'avait pas eu le temps. Mais ce n'est pas tellement qu'elle n'a pas eu le temps, c'est que Bismarck, au début, est très anticolonial. Bismarck se méfie beaucoup des coûts, des dépenses que ça pourrait coûter. Il reçoit toutes sortes de projets, d'initiatives privées, d'aventuriers, de gens parfois étranges, qui lui proposent d'aller conquérir telle et telle terre en Afrique, et il rejette ces projets. Il finira par en accepter un au Cameroun notamment, mais avec beaucoup de réticence. Bismarck, en fait, considérait que les colonies, c'était un jouet qu'on pouvait laisser à la France ou aux Britanniques pour les dévier de la question européenne. Et les anticolonistes en France vont faire un peu la même analyse et vont dire aux colonistes, mais écoutez, vous faites ça pour oublier la perte de l'Alsace et de la Lorraine, pour oublier l'ennemi allemand. Mais en réalité, c'est un dérivatif pour notre désir de puissance ou notre désir de revanche. Et un certain nombre de partisans de l'Alsace-Lorraine expliquaient qu'en réalité, nous ne devrions pas détourner nos énergies vers les colonies, mais les concentrer toutes vers la revanche, vers la récupération de l'Alsace-Lorraine. Alors l'Alsacien que je suis, personne n'est parfait, est évidemment très sensible à ce genre d'argument. Bon, c'est il y a des interactions. Tout à l'heure, j'ai évoqué le fait qu'Henri Laurence montrait tous les liens parfois méconnus qu'il y avait entre les intérêts français au Machrek, au Levant, et les intérêts français au Maghreb. Mais il y avait aussi des interactions très fortes entre ce qui se passait en Europe, les conquêtes de territoire en Europe, et les conquêtes de territoire en Afrique. Bon, et donc du coup, toutes les justifications très nobles données par les missionnaires, les partisans de la colonisation, etc., à savoir la civilisation, apporter le bien-être, etc., tenir son rang, enfin bon, étaient parfois un peu faibles par rapport à ce genre de considérations. Voilà un peu tout ça à partir de Plutarque, mais c'est toujours bon de partir de quelques textes anciens quand on sait qu'ils ont eu une existence de longue durée et qu'ils sont restés des références de longue durée. J'ai encore vu des historiens de la colonisation citer le fameux dialogue de Pyrrhus et de Cinéas, toute cette avalanche de conquêtes, finalement, à quoi bon. Vous connaissez cette affiche, elle a été très souvent répandue, elle figure souvent en couverture d'ouvrages, de recueils, de colloques, etc. C'est une des affiches principales qui a servi pendant l'exposition coloniale de 1931 et qui est aujourd'hui conservée au musée du Quai Branly.
En même temps, c'est de l'art nouveau, hein, la graphie est tout à fait spéciale. Et quel est le message apporté par cette carte du monde? On voit la France lumineuse dans une auréole qui est en fait une cocarde, hein, c'est cocardier comme image, et depuis cette cocarde rayonne notre influence sur toute une série de terres. Bien sûr, le Maghreb, l'Afrique orientale française et l'AEF sont mises en relief, mais on voit aussi des traits lumineux qui se dirigent vers les Antilles, vers la Guyane, Saint-Pierre et Miquelon à droite, son petit filet lumineux, l'Indochine, bien sûr, Madagascar, les terres australes. Enfin, voilà cette carte de... Et ce qui est intéressant, c'est le message, c'est seulement, finalement, c'est avec 76 900 hommes que la France assure la paix et les bienfaits de sa civilisation à ses 60 millions d'indigènes. La commande qui avait été faite à Miraet, Bernard Miraet, qui était un grand affichiste, était d'inclure la légende dans le tableau, et il l'a fait. Et ce ratio, hein, on peut le calculer, c'est un homme pour 780 indigènes, sans inclure les populations de colons dans les colonies de peuplement. C'est un taux d'encadrement extrêmement faible. Il était bien plus faible, par exemple, en Indochine. On n'a pas organisé de peuplement en Indochine. Marguerite Duras faisait partie d'une population très, très, très rare. Et donc, forcément, la colonisation a assuré la paix et les bienfaits, elle a pacifié les populations en question. Ça ne pouvait se faire qu'en misant sur des intermédiaires qui étaient évidemment des locaux, qui pouvaient être certaines tribus, certains groupes, voilà. Et le rôle de ces intermédiaires a été considérable dans la colonisation. Là aussi, nous y reviendrons. J'ai déjà présenté le décret Crémieux. Alors, la question numérique donc, va se poser de plus en plus. On va, à partir des années 1870-1880, on va perdre toute illusion sur le fait que les populations musulmanes du Maghreb pourraient décliner, en quelque sorte céder la place aux populations européennes. Cette illusion va rapidement disparaître et on va découvrir que en Algérie, il y a 5,9 millions de Nord-Africains en 1931, mais il passe déjà à 9 millions en 1954. C'est quasiment une augmentation de moitié. Donc une augmentation très très rapide, liée notamment à l'amélioration de l'état de santé des populations, sous l'action de l'activité médicale des colonisateurs. Alors, le recensement de 1954 inclut évidemment dans les Européens les Juifs ou les descendants des familles juives qui avaient été naturalisés par le décret Crémieux et qui ont retrouvé le bénéfice du décret Crémieux après Vichy. Et il faut s'arrêter un petit peu sur ces Européens. Là encore, j'entrerai dans le détail. Je ne fais pour l'instant qu'esquisser une présentation générale. Très tôt, le mot européen était utilisé pour désigner les colons. Dès 1830, on voit les administrateurs parler des Européens au lieu des Français, parce que dès le départ, eh bien, les tentatives de recruter des colons français ne sont pas très positives, échouent. On a étudié notamment les dossiers de candidature qui étaient envoyés au ministère des colonies, au ministère de la Marine et qui ensuite arrivaient au gouverneur. Et c'est assez consternant. Enfin, vous avez des aventuriers qui connaissent absolument rien à rien, qui prétendent recevoir des concessions agricoles alors qu'ils n'ont jamais fait d'agriculture, enfin des choses comme ça. Et très vite arrivent des spéculateurs qui veulent acheter des terres pour ensuite les revendre rapidement. Donc l'armée va beaucoup se méfier des spéculateurs qui se présentent comme candidats à la colonisation. Et il faudra du temps, et la France arrivera quand même finalement à mobiliser d'authentiques agriculteurs
sur des petites concessions. J'évoquerai ça tout à l'heure. Mais en fait, finalement, on a organisé toute une publicité dans le pourtour de la Méditerranée occidentale, le pays valencien, donc la province de Valence, en Espagne, les Baléares, les Maltais, les Siciliens, moins que les Maltais, ont été mis à contribution. Et du coup, cette population va bénéficier de la loi sur la citoyenneté de 1889 et va, notamment en 1881, elle va être naturalisée très vite, dès la seconde génération, de façon à augmenter le nombre des nationaux parmi les colons. Ce sera très mal perçu par les colons français, surtout qu'au départ, les colons étrangers, on les appelait, il y avait trois populations, les Français, les étrangers, les indigènes. Et pendant quelques années, dans les années 1850-1860, les étrangers étaient plus nombreux que les Français parmi les colons. Et là, des thématiques du genre le remplacement apparaissent. Il y avait déjà la menace pour les Français d'être remplacés non pas par les indigènes dont on escomptait la lente disparition, mais par les colons étrangers qui étaient souvent des gens misérables, qui avaient échoué dans leur pays et qui portaient un peu sur eux le poids de leur échec et qui essayaient de se refaire une vie en Europe. C'est ainsi qu'ils étaient en tout cas perçus et décrits dans la littérature de l'époque. Et Daniel Rivet, immense historien de l'Algérie, raconte tout ça en détail, donc je vous renvoie au travail de... Donc, l'idée de coloniser le Maghreb par des soldats paysans, qui était la grande idée de Bugeaud, connaît sa devise c'est Ense et aratro, c'est du latin, par l'épée et par le soc, ou par l'épée et par la charrue, en anglais by sword and plow, a été un échec, puisque en fait, la colonisation a été essentiellement une colonisation urbaine. Les terres les plus importantes étaient données à des concessionnaires qui occupaient une main-d'œuvre ouvrière ou locale assez pauvre, mais la petite population paysanne en Algérie a été toujours très réduite par rapport à l'ensemble de la population. 82% des Européens d'Algérie vivent en ville en 1954. Ce sont des taux très supérieurs à ceux de la métropole. C'était beaucoup plus qu'au Maroc, c'était moins qu'en Tunisie, mais évidemment, la Tunisie, c'est un peu particulier. Tunis écrase un peu l'ensemble du pays. Et puis surtout, le profil des recrues, il est très particulier. Il y a un poids des fonctionnaires qui est considérable, et ce poids des fonctionnaires va être considérable partout dans l'Empire. Les colons français ont une surreprésentation de fonctionnaires très importante, ce contre quoi les économistes libéraux vont sans cesse lutter. Ce sera aussi un leitmotiv des colons, nous sommes écrasés par l'administration, alors que l'administration était elle-même, avait nourri également le monde colonial. Et donc, en 1954, 26% des fonctionnaires contre 25% d'ouvriers, alors que dans la métropole, au même moment, je ne vais pas regarder les chiffres, mais enfin, il devait y avoir 35 à 40% d'ouvriers et peut-être 10-15% de fonctionnaires, mais ce n'était pas du tout le même rapport qu'en métropole. Et donc, du coup, le poids des fonctionnaires va peser beaucoup dans le budget local, alors que le budget local était censé être autonome et ne pas dépendre de la métropole. Et ça, c'est un problème qui va se poser à la décolonisation. Des hommes comme Léopold de Sédar Senghor ou Houphouët-Boigny sont parfaitement conscients que le poids de la fonction publique dans leur pays, au moment de la décolonisation, ça ne sera pas viable. Et ils savent que notamment tout l'effort de syndicalisation qui a été observé dans les années 50, notamment, ou 30 à 50, visant à aligner les salaires des fonctionnaires, des employés du chemin de fer, des employés des postes, etc., sur les salaires de la colonie, eh bien, au moment de la décolonisation, ça va être un poids considérable dans le fonctionnement des colonies. Alors tout ceci est calculé, attesté de façon extrêmement précise dans le travail de Denis Cognot, qui montre à quel point, aujourd'hui encore, pèse sur les États indépendants
le poids d'une fonction publique qui a dû finalement subir les fameuses mesures du Fonds monétaire international dans un certain nombre de pays, mais c'est un héritage assez direct de la colonisation. Et ce qui est extraordinaire, et on le voit très très bien dans le travail de Frédéric Cooper. Frédéric Cooper, c'est cet historien américain qui a étudié en détail toutes les négociations au moment de la décolonisation. Eh bien, il montre comment les futurs chefs d'État sont parfaitement conscients que la balkanisation de l'Afrique de l'Ouest en petits États, avec un poids démesuré de la fonction publique, une fonction publique surpayée par rapport aux normes locales, ça allait poser un problème considérable. Et du coup, un certain nombre de ces chefs d'État vont miser sur les populations agricoles, comme les planteurs de cacahuètes, des choses de ce genre, ou de cacao, etc., contre ces masses syndicalisées de la ville qui vont alimenter les opposants. Et la façon dont le dilemme sera résolu, ça va être le passage à des régimes autoritaires, l'enfermement des opposants. Léopold Sédar Senghor met en prison son Premier ministre, qui représentait cette partie-là de la population. Donc tout le durcissement de ces régimes, une fois que l'option fédérale avec la France ou avec l'Europe a été abandonnée et que finalement on s'est retourné un peu en désespoir de cause vers la création d'États indépendants et la décolonisation, eh bien tout ceci va être hypothéqué, lourdement hypothéqué par le surpoids des fonctionnaires dans la population salariée. Donc je reviendrai là-dessus aussi grâce au travail de Denis Cognot qui documente tout ça en détail. Alors je vais revenir maintenant dans les quelques minutes qui me séparent du temps de la discussion, parce que je vais essayer de faire en sorte qu'on ait un vrai temps de la discussion, sur la prise d'Alger. La prise d'Alger, elle a été racontée évidemment par tous les grands historiens de façon très précise, mais je pense qu'un des récits les plus clairs, les plus agréables, en même temps les plus détaillés, les plus précis, on le doit à Colette Zitnicki, qui en 2022, donc l'an dernier, a publié chez Talandier ce livre « La conquête, comment les Français ont pris possession de l'Algérie ». C'est un livre dont je recommande la lecture. Normalement, souvent on l'a dit, c'est un événement qui n'était pas planifié, c'est le fameux coup d'éventail du dé d'Alger contre le consul de Val, l'honneur de la France était en jeu, il fallait réparer tout ça, et on organise une armada, et puis cette armada finalement prend Alger très rapidement. On ne débarque pas à Alger, mais à Sidi Ferruch, qui est à 30 km à l'ouest, et on contourne Alger, et c'est comme ça qu'on arrive à prendre Alger à revers. Mais on ne sait pas que faire de la victoire. Toute une série de gouverneurs militaires se succèdent. Et puis finalement, et ça c'est assez intéressant, il y a une commission parlementaire qui est mise sur pied qui décide d'expertiser tout ça, d'aller regarder, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de l'Algérie ? Et cette commission, après un premier voyage, crée une commission scientifique permanente sur l'Algérie. C'est une démarche assez étonnante, qui va conclure au fait à l'idée que finalement, c'est bien de s'assurer la possession de quelques ports, Alger, Oran, Bougie, enfin des ports de ce genre, mais qu'il faudrait peut-être songer maintenant à une occupation de l'intérieur, mais cette occupation, elle sera partielle, dit la Commission. Elle sera partielle et progressive, on est très prudent. Et en fait, un événement qui n'était pas vraiment attendu, c'est que les Arabes vont résister. C'est une population terrible, ils s'obstinent, ils résistent. On ne peut pas les assimiler aussi facilement que les Provençaux, par exemple, contrairement à ce qu'on avait pu croire. Et donc, du coup, on va passer peu à peu à une occupation intégrale de l'Algérie, avec tout le problème de la limite sud, et ça va être un système de confiscation et de colonisation. Bon, en réalité, le schéma est un peu plus compliqué, parce que, et notamment les chercheurs anglo-saxons qui vont brasser des archives beaucoup plus larges, vont dire non, mais en fait, c'est pas simplement une occupation qui a été faite comme ça sur un coup de tête, enfin, pour réparer un affront. Il y avait déjà une volonté de domination très claire, et c'est ce qu'Henri Laurence conclut aussi.
Et il va y avoir d'abord la fameuse affaire Bakri-Busnak, puisqu'en fait, nous avions déjà avec l'Algérie des relations très importantes. Et notamment, la France exportait du blé algérien. Et au moment du Directoire, ou dans les moments très difficiles de la Révolution française et de ses suites, le blé algérien nous a rendu de grands services, parce que c'était à peu près la seule source d'approvisionnement sur laquelle on pouvait compter. Et il y avait des commerciaux, des intermédiaires, des juifs originaires de Livourne, la grande communauté juive italienne, qui servaient d'intermédiaires dans ce commerce, comme un peu partout en Méditerranée, les Bakri et Busnak. Et donc, en 1796, on est sous le Directoire. Le Directoire est aux abois. Il obtient du Dey d'Alger non seulement de pouvoir acheter du blé, mais de pouvoir que le Dey lui fasse l'avance de l'argent permettant d'acheter le blé en question. Vous voyez que c'est assez. Donc, on était très dépendant du Dey d'Alger à l'époque. L'argent sera remboursé au bout de 2 ans, 1 million de francs tout de même. Mais les vendeurs juifs, eux, ne sont pas payés pour la vente du blé. Il s'agissait de. Et ils réclament leur dû. Alors il va y avoir une longue bataille juridique, le consulat verse une partie de la somme, le Dey insiste en disant mais mes vendeurs n'ont pas été payés, et Bonaparte est furieux, il envoie une lettre absolument incroyable qui a été découverte assez tardivement: cessez d'insulter mes agents, sinon je débarquerai 80 000 hommes sur vos côtes et détruirai votre régence. Entre-temps, un épisode absolument terrible survient parce que localement, les populations et les janissaires, qui étaient donc ces soldats recrutés dans le sud-est de l'Europe par les autorités turques, sont furieux de voir que le blé est réservé à l'exportation, une partie du blé, et donc il y a une crise frumentaire ils s'en prennent aux Dey et aux Juifs, et ils tuent Naphtali Busnak, qui était un des 2 vendeurs. Bon, Louis XVIII dit, écoutez, ça suffit, 1820, on organise une loi sur le remboursement au Bakri, 4 millions de francs, mais le Dey, lui, n'est toujours pas remboursé, car il avait une partie de la dette le concernait. Voilà. Entre-temps, il y a eu encore un autre épisode, c'est que le Dey d'Alger organisait toujours la fameuse course, qui était une espèce de piratage des navires marchands sur toute la partie sud de la Méditerranée, qui avait quasiment cessé, mais qui, avec le blocus anglais, avec la crise économique pendant toutes les guerres européennes, avait repris. Et puis en même temps, il y avait toujours des esclaves chrétiens qui étaient emprisonnés à Alger. Et donc le gouvernement britannique, qui devient le grand gendarme universel contre la traite et pour la suppression de la prise des esclaves, bombarde Alger. Alger a été ravagé, le port d'Alger a été détruit, une bonne partie de la ville a été détruite en 1816 par le bombardement. Et là, on se dit, le pays qui va à terme coloniser l'Algérie, c'est l'Angleterre. C'était ça qui se profilait à l'horizon. Il y a aussi le rôle du consul Deval qui est assez terne, assez trouble, l'homme qui a reçu le soufflet. C'était un drogman. Vous savez ce que ça veut dire, un drogman? Un drogman, c'est un mot d'origine turque. Le drogman, en français, ça donnait truchement. C'était des interprètes. Et ces interprètes étaient formés ici à Louis le Grand. C'était une école qui avait été fondée par Colbert en 1669. Colbert dit, on va prendre dans les familles levantines, c'est-à-dire ces familles de commerçants français établis dans les échelles du Levant depuis très longtemps, on va prendre de jeunes enfants, on va les faire venir en France, il y en a à peu près une douzaine, et on va créer ce qu'on appelle l'école des jeunes de langue. Les jeunes de langue, une expression assez curieuse, qui est et ces jeunes étaient envoyés au lycée Louis le Grand. Il y avait une section spéciale pour qu'ils apprennent le turc, l'arabe, le français, etc. On estimait qu'étant jeunes, ils étaient capables de devenir multilingues. Et il fallait qu'ils soient recrutés parmi les fils ou les petits-fils des commerçants levantins. Et ensuite, on les envoyait dans les consulats. Et encore, en 1833, vous avez un décret qui définit le statut des drogmans et
leur insertion dans la hiérarchie consulaire. Enfin, c'est une histoire tout à fait étonnante. Cette école jeune de langue va exister jusqu'en 1874 et ensuite sera absorbée par l'INALCO, hein, par l'école des langues orientales, des langues zo. Et voilà, il y a Et Deval, le consul Deval, faisait partie de ces jeunes drogman formés à Louis le Grand et qui donc... Alors, le problème de ces intermédiaires, c'est qu'ils jouaient un rôle considérable d'espions, de manipulateurs, enfin, on ne savait pas trop, et ils étaient assez compliqués. Voilà. Tout ceci a été analysé dès l'époque, c'est ça qui est intéressant, par le comte Alexandre de Laborde, qui est un très grand personnage de l'époque. Son mémoire s'appelle « Sur les véritables causes de la rupture avec Alger ». Il le publie juste avant l'expédition. Et il explique qu'en réalité, ce n'est pas simplement le soufflet du consul, et qu'il y a toute une affaire économique, financière, une dette non réglée, que le consul joue un rôle très trouble, etc. L'analyse a été faite dès l'époque. Les historiens, pendant longtemps, ont méprisé le mémoire de Laborde, et aujourd'hui considèrent que le mémoire de Laborde décrit véritablement au mieux ce qui s'est passé. Et voilà. Donc voici Alger vers 1830. C'était superbe, hein, bon, de là conquérir. Et dès 1827, c'est ce que relèvent les historiens américains et que cite aussi Colette Zitnicki, le duc de Clermont-Tonnerre, je m'aperçois que je vais encore vous parler pendant 3 minutes et puis ensuite on va revoir la discussion. Le duc de Clermont-Tonnerre, alors ce n'est pas le Antoine de Clermont-Tonnerre avec la fameuse formule sur les Juifs, c'est un cousin, hein, ministre de la guerre de Charles X, est chargé de préparer une expédition sur Alger. Et il ne va pas pouvoir le faire, le ministère va changer. On aperçoit d'un coup d'œil tous les avantages d'une pareille conquête où le roi peut non seulement donner des terres et des apanages à ceux qu'il voudrait récompenser et enrichir, alors ça c'est le côté ancien régime, hein, mais où il peut fonder de véritables colonies militaires, où la France peut porter pendant longtemps l'exubérance de sa population. L'exubérance, c'est le trop-plein, hein, de sa population. Qu'il peut produire non seulement des quantités énormes de blé d'une excellente qualité, mais qui voit croître naturellement une grande quantité de plantes coloniales et qui peut se prêter à la culture de toutes celles que l'on voudra y transplanter. Donc déjà, l'idée de plantes coloniales artificielles qu'on pourrait imposer à la population. Où l'on ne trouve d'ailleurs que des peuples sans civilisation et sans industrie, accoutumés à gémir sous un joug de fer, qui nous craindront si nous sommes forts, nous respecterons si nous sommes justes, nous serons très utiles si nous savons établir avec eux des relations dans lesquelles ils trouvent eux-mêmes des avantages et de la sécurité. Ça, c'est donc 1827, 3 ans avant la conquête d'Alger, qui donc du coup n'avait rien d'une improvisation. Là, tout le projet colonial est là. C'est vraiment saisissant, avec ses aspects économiques, ses aspects civilisationnels, satiriques comme quoi les populations, les civilisations sont de valeurs très très inégales et donc justifient la colonisation, etc. Tout est là. C'est vraiment un très beau document. Et il faut que je vous parle, mais alors du coup ce sera pour la prochaine fois, d'Edmond Pélissier de Reynaud, qui est un personnage absolument fascinant, à qui nous devons une énorme documentation, puisque c'est lui qui va publier les Annales algériennes, qui est un recueil incroyable de documents administratifs, de documents économiques, de récits de batailles incroyablement précis, voilà, et puis c'est lui qui, voilà, donc je vais vous en parler, mais ce sera pour le cours prochain, et je suis prêt maintenant à répondre à vos questions. Merci. Voilà, eh bien écoutez, je vais reprendre après cet intermède discursif. On va pouvoir parler de Pélissier de Reynaud, j'en suis ravi, car c'est un personnage absolument incroyable. Alors, il ne faut pas le confondre avec un quasi-homonyme qui est Aimable Pélissier. Aimable, c'est facile à retenir. C'est le fameux auteur des enfumades du Dara, donc 700 personnes enfumées d'un coup dans des grottes. Il va y avoir plusieurs épisodes. Tout ça, c'est à l'époque de Bugeaud.
Il va continuer sa carrière. Il sera duc de Malakoff, parce que c'est à lui qu'on doit la prise de Malakoff dans la guerre contre la Russie. Et la petite municipalité de Malakoff s'appelle Malakoff parce qu'il y avait une espèce comment ça s'appelle, de parc de loisirs dont la pièce maîtresse était la tour de Malakoff, où les enfants pouvaient jouer aux petits soldats et s'emparer de la tour de Malakoff. Donc le parc de loisirs Malakoff a donné son nom à la commune de Malakoff, qui existe toujours aujourd'hui. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Et donc, voilà, et qui deviendra gouverneur général de l'Algérie en 1860. Après la victoire de Malakoff, il va être fait maréchal de France. C'est un contemporain de Pélissier. Pélissier de Reynaud, lui, aura une carrière complètement tronquée. C'est un Saint-Cyrien. Il a une culture classique très solide. C'est assez fréquent à l'époque, mais enfin, chez lui, elle est particulièrement solide. Il a une très belle écriture. Il est, dès le départ, partie prenante à la prise d'Alger, et tout de suite, il entame l'apprentissage de l'arabe. Ça, il se dit, mais ce n'est pas possible de pouvoir rester dans son pays si on ne comprend pas ce que racontent les gens. Et il apprend l'arabe et il va finir par le parler très couramment, y compris toutes les formes dialectales de l'arabe, comme d'ailleurs une série de ses collègues, de ses camarades de promotion, si j'ose dire. Et il va servir à l'état-major, notamment grâce à cette... Et là, il a un accès privilégié à tous les documents. Et c'est comme ça qu'avec cette source d'information extraordinaire, il va pouvoir alimenter ces annales algériennes qui, aujourd'hui encore, constituent une des grandes sources, peut-être la principale source la plus précise de documentation sur les premières années de l'occupation de l'Algérie. En 1834, il est nommé chef du bureau arabe. C'est un travail un peu d'espionnage, de rapprochement, enfin bon, il fait du renseignement, mais il reçoit les tribus, négocie avec elles, y compris les tribus les plus difficiles, et une chose absolument incroyable, il décide de prénommer son fils Pierre Hadjout. Les Hadjout, c'était une des tribus les plus remuantes d'Algérie, qui va donner du fil à retordre aux occupants pendant des décennies, et un jour, il explique pourquoi il était amené à donner à son fils le prénom d'une tribu hostile aux Français. C'est que lors d'une négociation, il invite le chef des Hadjout à entrer chez lui, et c'est sous le porche de la maison que Edmond Pélissier apprend la naissance de son fils. Et le chef lui dit, écoutez, il y a quelque chose de bon augure, je vous demande d'appeler votre fils Hadjout. Et il va le faire. Et il y aura un deuxième prénom, Pierre, mais enfin, très souvent, Hadjout, qui va devenir lui-même, bien plus tard, consul à Alger. C'est une histoire étonnante. Et la fille va s'appeler Marie Aïcha. Donc ça vous donne quand même une idée du personnage. Il devient en 1837 directeur des affaires arabes, et c'est pendant tout ce temps-là qu'il commence à publier, par petits volumes très très nombreux, les annales algériennes. Alors aujourd'hui, elles ont été publiées par Bouchaine. Les éditions Bouchaine, c'est une édition qui est installée ici à Paris, qui est tenue par un érudit algérien passionné d'histoire qui a édité beaucoup de documents. Il faut acheter des documents des éditions Bouchaine, et notamment un épais volume recueille toutes les annales algériennes d'Edmond Pélissier de Reynaud. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a des récits de bataille, il y a voilà, tous les décrets, toutes les circulaires qui ont été sortis cette année par le gouverneur général de l'Algérie. Et là, on découvre, grâce à Pélissier de Reynaud, toute l'activité administrative, les réformes qui ont été faites, les réformes, par exemple, du système forestier, les réformes de la propriété, les réformes, etc. Et puis en même temps, il fait tout un historique des différents systèmes de colonisation. Il remonte à la Grèce antique. Il distille des jugements sur les personnes qui sont parfois assez gratinées et qui ne lui ont pas valu que des amis. Il y a un très beau portrait d'Abdelkader. Il avait une très grande estime pour Abdelkader. Et en même temps, c'est à cause d'Abdelkader qu'il va devoir finalement assez radicalement démissionner de l'armée. Et
donner plus de détails là-dessus. Alors, il fait ensuite une carrière de consul. Il finit par devenir consul général à Sousse, en Tunisie, à Janina, en Grèce, ou à Tripoli de Libye, à Bagdad. Mais enfin bon, il aurait dû normalement, comme ses contemporains, comme Lamoricière, qui est de la même promotion, devenir général et avoir sa rue dans Paris. Ce n'est pas le cas, et il va mourir à la tête d'une mission chargée de délimiter la frontière russo-turque, comme il y en avait beaucoup à l'époque. Vous voyez comment il démissionne de l'armée. Alors ça, c'est un épisode que je trouve très intéressant et qui mérite qu'on s'y arrête. Abdelkader avait exigé du gouverneur général d'Algérie la restitution d'une esclave et de son fils. Et Pélissier refuse. D'après cette décision, le directeur des affaires arabes, donc Pélissier de Reynaud, considérant qu'un des principes les plus sacrés que nous aient légués nos pères est que la terre de France rend libre tout esclave qui la touche. C'est un vieux principe de l'Ancien Régime. Un esclave qui arrive sur la terre de France n'est plus esclave. On ne peut pas être esclave sur la terre de France. C'est un principe important qui a toujours été respecté. Donc la terre de France rend libre tout esclave qui la touche. Alger est la France. Dans tous les cas, la question d'État devrait être discutée. Elle ne pouvait être tranchée par la simple assertion du réclamant, d'autant moins que la négresse se disait affranchie. Et donc, Pélissier, du coup, décida que ni elle ni son fils ne seraient rendus, après avoir pris pour plus grande assurance l'avis de M. Schex, procureur général. Et le maréchal Vallée, qui est le gouverneur général de l'époque, je vous disais que les gouverneurs n'ont cessé de changer, insiste, il veut pas, c'est l'époque où Abdelkader a réussi à se tailler avec un accord un royaume en quelque sorte, enfin tout un territoire au sein de l'Algérie, et là les relations avec Abdelkader doivent être préservées, et le gouverneur général dit, écoutez, on ne va pas faire des plaisirs à Abdelkader, je suis désolé, mais on va quand même lui rendre son esclave et son affranchi. Pélissier est obligé d'obéir, mais aussitôt après, il démissionne de l'armée. Et il décrit ces misérables, donc au sens fort du terme, les gens qui méritaient la compassion, donc l'esclave et son affranchi et son fils, au moment de quitter Alger, se roulèrent dans la poussière en suppliant qu'on les pendît sur place sans les envoyer chercher la mort si loin. Le directeur des affaires arabes, donc Pélissier, dut comme militaire exécuter les ordres qui lui avaient été donnés, mais l'obéissance lui parut dans cette circonstance si pénible qu'il se démit immédiatement de son emploi, protestant ainsi qu'il était en lui contre un des actes les moins honorables qui se soit accompli en Algérie. Vous voyez l'intransigeance du bonhomme. Alors, tout ceci est raconté par quelqu'un qui était très proche de lui, et le récit est très proche. On s'en occupa à la Chambre des députés. Ça, c'est très intéressant parce que constamment, ces polémiques, les scandales, les cruautés, etc., ça remonte. Ça remonte notamment, et c'est discuté dans la presse, au Parlement, etc. C'est un exemple de plus. On s'en occupa à la Chambre des députés. Le ministre de la Guerre, interpellé à ce sujet, annonça que le gouverneur général avait été blâmé et que pareille chose ne se renouvellerait plus. Mais le directeur des affaires arabes, dont la conduite fut louée, n'en avait pas moins perdu sa position. Et ça repose le problème de ce que j'appelle le dimorphisme juridique, parce que, au fond, Pélissier de Reynaud prend justement comme exemple le fait que l'esclavage est permis dans les colonies, mais pas sur le territoire de France. L'idée qu'on peut avoir un droit différent dans les colonies de ce qui existe en métropole. Et là, il essaie, au contraire, de considérer que l'Algérie, c'est la France, et que donc on ne peut pas appliquer en Algérie ce qui serait possible dans des territoires étrangers, puisque Abdelkader, pour l'instant, c'est un territoire étranger par rapport à la colonie française. Remarquez que ce genre de raisonnement, il va être appliqué également au moment de l'exposition coloniale de 1931, mais sans succès, puisque quand on commence à concevoir l'exposition, le gouverneur général de l'Algérie dit « Mais nous ne sommes pas une colonie. Nous sommes des départements français. » C'est comme si aujourd'hui on disait Mayotte est une colonie. Alors là, vous soulèveriez un scandale énorme. Et vous dites non, non, Mayotte, son 1e département français. Ah bon, d'accord, ça règle tout. Donc à l'époque, le gouverneur d'Algérie dit mais écoutez,
Nous sommes 3 départements, il y a 3 départements en France, nous ne sommes pas des colonies, nous n'avons pas notre place dans l'exposition coloniale de 1931. Bon, là, la fiction n'ayant pas convaincu Lyautey, Lyautey va dire, écoutez, une exposition coloniale sur l'Algérie, ça n'aurait pas beaucoup de sens, je suis désolé, mais il va falloir que vous y soyez. Mais c'est intéressant, comme quoi la départementalisation est un processus d'assimilation ou de fusion, hein, qui est censé décoloniser en quelque sorte les colonies, leur enlever un statut colonial. Mais là, et donc il essaie de dire, mais sur le territoire algérien, il n'y a pas d'esclavage. Alors c'est vrai qu'une des missions des colonisateurs en Afrique, une des grandes justifications qu'ils vont apporter, c'est nous sommes là pour mettre fin à l'esclavage, hein, surtout après 1848 évidemment. Ça va être plus compliqué que ça, parce qu'en réalité, quand par exemple aux alentours de 1905, par là, les militaires français arrivent dans les oasis du Sahara, à la frontière du Mali, à l'extrême sud de l'Algérie, ils découvrent que les oasis fonctionnent grâce au travail des esclaves. Les oasis, c'est un énorme investissement technique, il n'y a pas de pelleteuse, il n'y a pas de matériel technique, et ça ne marche que parce que des esclaves sont commis à l'entretien de tout le système d'irrigation sans lesquels il n'y a pas d'oasis. Et moi, j'ai vu ça en Bolivie, assez étrangement. Quand j'étais ethnologue en Bolivie, il y avait des terrasses dans le canton où j'étais, absolument vertigineuses, des cultures en terrasse qui avaient été construites par les jésuites avec de la main-d'œuvre servile. Et ces terrasses étaient détruites année après année par les tempêtes, les pluies d'hiver, et il n'y avait plus le travail forcé pour les remonter. Donc on a comme ça dans des terroirs très très difficiles comme les Andes ou comme le Sahara, c'était le travail forcé, c'était le travail servile qui permettait d'équiper les... Et quand les militaires français décrivent ça, ils se disent on ne peut peut-être pas totalement abolir l'esclavage parce qu'à ce moment-là, les oasis risquent de disparaître. Or, les oasis, c'était des points d'ancrage absolument essentiels pour l'armée française pour lui permettre de mailler le territoire, de se déployer sur le territoire. Donc vous voyez ce genre de dilemme qui était que les Français ont rencontré par rapport à la question de l'esclavage, qui continue encore jusqu'à la fin du XIXe siècle dans certains territoires. Et là, ce qui est important, et c'est une distinction qui a été faite par Henri Laurence, mais qu'on retrouve aussi chez Marc Ferraud dans l'introduction de son livre noir du colonialisme, il y a toute la distinction entre les empires continentaux et les empires ultramarins. L'empire français, ce qu'on a appelé l'empire, et ce n'est pas évident d'appeler ça empire, enfin, Laurence fait toute une histoire de l'usage du mot empire, hein, ce serait trop long de l'aborder ici, mais quand il y a une discontinuité territoriale, il y a un océan, une mer qui vous sépare de vos colonies, c'est plus facile de dire qu'il y a quelque chose de très spécifique dans les colonies, qu'on ne peut pas y appliquer le droit commun, le droit de la métropole. Si au contraire vous avez une continuité territoriale, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Voilà. Là, il y a une espèce de facteur objectif, géographique qui compte. Et c'est comme ça qu'on verra aussi Gambetta dire que la laïcité, hein, comme je l'avais déjà dit, n'est pas un article d'exportation. Dans les empires continentaux, c'est quand même plus compliqué. Alors, si vous prenez la Russie, et là je vous renvoie au livre de Marie-Pierre Ray, R-E-Y, c'est dans la collection Chants de Flammarion, c'est l'histoire de l'expansion de la Russie, hein, d'Ivan le Terrible jusqu'à Poutine. Et là, vous comprenez en lisant cette histoire que l'Empire russe se définit dès le début comme un empire en expansion. Ça fait partie de sa nature, de sa raison d'être sans cesse en expansion. Et quand on regarde ce qui est raconté à la télévision russe en ce moment, le thème qui réjouit tout le monde, c'est « Ah, mais notre expansion continue ». Et en même temps, cette expansion, il est normal qu'elle soit dans les mains du pouvoir central, et il faut comprendre qu'en russe, le mot autocratie est un terme positif. Chez nous, dénoncer l'autocratie, c'est dénoncer quelque chose de négatif, mais en Russie, l'autocratie, c'est la capacité du pouvoir central à tenir les choses en place, et notamment à réguler l'expansion.
La Chine est un empire colonial qui a quasiment réussi, qui est en train de parachever la conquête, la mise au pas du Tibet, des zones musulmanes. On voit ce qui se passe avec les Ouïghours, etc. C'est bel et bien un empire, mais c'est un empire continental. Alors évidemment, pour la Russie, le désert du Turkestan, c'est comme une espèce de mer qui le sépare de la partie de la Sibérie. Mais enfin, la continuité territoriale est là. Et vous prenez la question de l'Autriche-Hongrie, le Japon sur Hokkaido. Alors Hokkaido, ce sont des îles et l'archipel a une certaine unité, mais quand on regarde toute l'histoire de la colonisation d'Hokkaido, c'est au moins une histoire coloniale. Enfin, ça a été. Et là, on a notamment dans le livre noir du colonialisme, un chapitre à ce sujet, le livre collectif de Sangarévilou également propose des choses intéressantes. Et puis, il y a le cas que je trouve qui est passionnant, qui est celui de la Prusse, puisque après le troisième partage de la Pologne au Congrès de Vienne en 1815, la Pologne disparaît et donc la Poznanie est annexée, donc la partie occidentale de la Pologne est annexée à la Prusse. De même que Cracovie sera plus ou moins indépendante au début, puis sera vraiment annexée à l'Autriche-Hongrie, et puis tout le reste sera à la Russie et soumis à une action de russification très très intense. Eh bien, ça explique cette situation particulière. Pourquoi la diète prussienne, le Reichstag prussien sous Bismarck, renonce au dernier moment à appliquer le droit du sol dans une réforme de la citoyenneté et finalement passe au droit du sang. On croit toujours que l'opposition entre droit du sol et droit du sang, entre l'Allemagne et la France, c'est une opposition en quelque sorte inhérente. La France est attachée au droit du sol et puis l'Allemagne a ses côtés Blut und Boden, n'est-ce pas? Mais en fait, la véritable explication, il y a eu tout un débat au Parlement de prussien pour savoir est-ce qu'on allait appliquer un droit du sol ou un droit du sang. Ils ont failli voter un droit du sol et au dernier moment ils y renoncent parce que, à ce moment-là, ce droit du sol risque de bénéficier aux Polonais qui sont dans la continuité territoriale du territoire. À l'est de l'Elbe, on a toute une population polonaise, on ne va quand même pas leur appliquer le droit du sol, parce que le droit du sol, ça voudrait dire que dès la seconde génération, les Polonais deviendraient allemands, et ça, il n'en est pas question. Et vous avez ça dans les premiers écrits de Max Weber, quand il n'est pas encore vraiment sociologue, il fait encore de l'économie politique à l'université de Fribourg. Un de ses grands écrits, c'est sur les Allemands, sur les risques que pose la question des Polonais à l'est de l'Elbe. Les Polonais migrent, les Prussiens migrent en masse vers le Nouveau Monde, et les Polonais risquent de remplacer les paysans prussiens à la faveur de ce mouvement migratoire. Et là, on voit toute la xénophobie. Il y a des phrases du jeune Max Weber totalement racistes vis-à-vis des Polonais. Il n'est pas question que ces gens-là puissent avoir le même statut que nous. Et donc, nous pouvions appliquer un droit du sol en France, à condition de ne pas l'appliquer aux indigènes d'outre-mer. Mais les Allemands, eux, ne pouvaient pas faire la même distinction, donc ils ont carrément renoncé au droit du sol et privilégié le droit du sang parce qu'il n'était pas question que les Polonais puissent en bénéficier. Vous voyez à quel point des structures comme ça géographiques, continuité, discontinuité, jouent un rôle essentiel dans des législations, puisque le passage du droit du sang au droit du sol en Allemagne ne s'est fait qu'en 2000. C'est très, très récent. Alors, il y a une question intéressante, c'est est-ce que l'empire continental napoléonien, c'est un empire colonial ou pas ? Moi, je me suis beaucoup promené en Europe dans le cadre de je me suis occupé notamment de l'Association européenne de démographie, donc je suis allé un peu partout en Europe. C'était toujours fascinant de voir que chaque fois, il y avait des traces de Napoléon. Voilà. Vous allez à Malte, il y a des hommages à Napoléon. Vous allez, je ne sais pas, à Vilnius en Lituanie, Napoléon est là. Vous allez, Napoléon est partout en Europe. C'est assez. Donc oui, on a eu un empire. 135 départements, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces cartes très triomphalistes. On est en 1812, à son apogée, l'empire napoléonien avait atteint, allait de l'Italie au nord de l'Europe. Enfin, c'est assez. Et est-ce que c'était un empire colonial ou pas ?
Alors, il se trouve que c'est discuté dans l'œuvre collective dirigée par Sangaravelu. Il y a un chapitre d'Aurélien Lignereux qui évoque tout ça, puis il finit par répondre par la négative en disant non quand même, on ne peut pas dire que ce soit un empire colonial, puisque en réalité nous apportions l'émancipation des Juifs là où nous passions, nous apportions les valeurs de la Révolution française, donc il y avait un apport positif et il y avait une égalité de conditions juridiques qui était entre les Allemands, les Polonais du Grand-Duché de Varsovie, etc. etc. Bon, et les Français. Bon, je ne suis pas convaincu par cette réponse. Tout dépend après de ce qu'on décide d'appeler empire ou pas. En tout cas, les populations des pays en question n'ont pas toujours accueilli les armées napoléoniennes en libératrices. Et il y a eu des mouvements de résistance, ce qui montre que la positivité de l'apport napoléonien n'a pas toujours été perçue comme elle l'aurait mérité selon certains auteurs. Donc voilà en tout cas un sujet intéressant. Non, il y a eu bel et bien un empire napoléonien avec des résonances coloniales, même s'il n'était pas aussi colonial que celui qu'il a pu être. Voilà. Il y a des gens quand même pour nier le fait que l'expédition d'Égypte ait eu une dimension coloniale. Bon, en fait, ça fait aucun doute. Quand vous regardez, alors évidemment, Napoléon arrive, il a lu un certain nombre d'auteurs sur l'islam, il se présente avec une rouerie, enfin un mélange de naïveté et de rouerie, je ne sais pas comment dire, incroyable. Il se présente en protecteur des musulmans, il s'habille à la musulmane, il se présente presque comme un nouveau Mahomet, enfin qui va libérer les populations égyptiennes du joug des Ottomans, etc. Enfin, il est allé très très loin dans ce genre d'exercice. Ça n'a absolument pas marché. Ça a été un flop retentissant et on a des textes d'érudits ou de notables égyptiens qui tournent en dérision cette comédie napoléonienne se présentant en plus musulman que moi tu meurs, enfin ça n'a pas marché. Non, et puis surtout les populations ont commencé à résister et là il y a eu des massacres important, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Je rappelle les étapes de la conquête de l'Algérie. Vous voyez que toute cette zone violette, c'est la zone qui, par le traité de la Tafna en 1837, a été concédée à Abdelkader. Abdelkader a son centre à Mascara, à l'ouest, et on lui concède toute une zone. Alors, le problème, c'est qu'il y a une version arabe, une version française du traité et qu'on ne s'est jamais mis d'accord exactement sur la délimitation exacte de la frontière, mais pendant un certain temps, Abdelkader va être reconnu comme étant l'homme fort de toute cette région. Et puis ensuite, il va y avoir une succession de batailles que j'énumère ici et qui vont s'achever par la reddition d'Abdelkader. Tout ceci a été extrêmement coûteux en vie humaine. Voilà Abdelkader à l'époque, Abdelkader jeune, il fascine absolument tous les contemporains qu'il rencontre. C'était à la fois une sorte d'ermite, il était toujours habillé très simplement, sans aucun bijou, sans aucun apparat. C'est très différent des portraits de lui beaucoup plus tard, où il est bardé de décorations par le gouvernement français, puisque après la reddition, il va être prisonnier à Blois, et ensuite, je ne sais plus où, puis finalement envoyé à Damas, comme vous le savez peut-être. Alors, quand on regarde les modèles historiques invoqués par les colonisateurs, tout de suite on invoque l'Empire romain. Les militaires et les archéologues vont s'intéresser énormément à tous les sites romains du Maghreb, avec l'idée qu'on renoue ainsi une filiation directe avec l'Empire romain par-dessus l'islam, qui n'a été qu'un épisode secondaire dans toute cette longue histoire. Donc, une des grandes justifications de la colonisation, ça va être nous reprenons l'héritage romain. Alors, P.I.C. Dreno, par exemple, s'intéresse à la conquête de la Gaule par les Francs. Ça, c'est tout le mythe qui
consiste à dire qu'il y a deux grandes classes sociales en France, enfin, la noblesse et le tiers-état, que la noblesse a pour origine la conquête franque, alors que le tiers-état, c'est les Gaulois. Hein, ça, c'est Claude Nicolet a consacré tout un ouvrage à ce mythe historique. Et ce qu'explique Pellicet-Dreynaud, qui commente ça à la lumière de son expérience, il faut que la victoire fasse sa part d'un coup, tout d'un coup. Le peuple conquis s'y résigne comme à une nécessité prévue, et si la violence s'arrête là, il l'oublie. Alors le thème, nous avons été conquis par la violence, mais maintenant on l'oublie. C'est un thème qui est très important dans toute l'histoire de l'Europe. Je rappelle que tous les grands traités, à commencer par les traités de Westphalie, commencent toujours par un premier article en disant « Écoutez, on a été en guerre, il y a eu des massacres épouvantables, etc. Mais article 1, amnistie générale. Plus de procès, rien, on oublie. Amnistie, amnésie, enfin voilà. » Et lorsque Renan, dans sa fameuse conférence de 1882, dit « Mais pour faire une nation, il faut oublier tous les sujets qui fâchent », le thème de l'oubli, c'est directement hérité du thème de l'amnistie-amnésie qui, voilà, lorsque Louis XIV s'empare de l'Alsace, détruit Haguenau, enfin, une façon, alors, qui était une des plus belles villes d'Alsace, ce qu'elle n'est plus aujourd'hui, bon, amnésie, amnestie, etc., tous les traités doivent absolument effacer ceci. Mais en même temps, Renan dit que c'est aussi les souffrances vécues en commun qui rassemblent une nation, et donc c'est tout à fait contradictoire avec le thème de l'oubli. Ça, c'est un des grands problèmes du texte de Renan. Et là, c'est pareil. Il y avait l'idée que la conquête des provinces, ça a été fait par la ruse, par la force, etc. Mais maintenant, il faut oublier la violence, et c'est comme ça qu'on est directement annexé, rattaché à un pays. Voilà. Si la violence perdure, si les haines sourdes s'allument, il en résulte souvent une réaction qui met le vainqueur dans une situation pire que celle où était le vaincu. Donc ça, c'est l'analogie que fait Pelletier de Reynaud. Les Francs ont eu la sagesse de préserver les droits des Gaulois, comme les colonisateurs doivent avoir la sagesse de préserver les droits des colonisés. Hein. C'est ça l'idée. Et l'adoption du christianisme a rapproché les deux populations. Là, ils rêvent un peu, mais c'était des rêves fréquents à l'époque, que la croix allait pouvoir supplanter le croissant et renvoyer le croissant au désert. Voilà, alors, et je vais terminer là-dessus, il parcourt toutes les colonisations. Vous voyez, c'est intéressant, c'est un colonisateur qui essaie de réfléchir de replacer sa colonisation dans l'ensemble des colonisations possibles. Il condamne la colonisation espagnole, ça a détruit ou asservi les indigènes et ça a attiré des gens de la pire espèce. La colonisation hollandaise, alors là il a des mots extraordinaires, les Hollandais sont très très forts pour se présenter sous les allures de marchands comme ça, d'honnêtes marchands, mais en réalité dès qu'on leur résiste, ils ramènent des armées, ce sont rapidement des massacreurs et des corrupteurs. C'est dur hein, comme diagnostic. Il prophétise l'échec de la domination britannique en Inde. Il dit le fait qu'il n'y ait pas de colons, qu'il n'y ait pas vraiment de colonisation de peuplement en Inde, fait que l'Inde, inévitablement, retrouvera son indépendance. Et là, il explique que c'est grâce aux Sikhs, notamment, bon, ça c'est le problème de ces ethnies guerrières, que les Anglais, au contraire, sauront utiliser à leur profit. Il y a de très très longs développements sur tous les différents types de colonisation en Amérique du Nord. Je n'entre pas dans le détail, mais c'est assez intéressant. Et la sagesse qui a consisté à laisser aux colons une indépendance administrative, ça, il loue ça. Et donc, du coup, il plaide pour une colonisation de l'Algérie qui soit fusionniste, qui respecte les indigènes, qui pratique les unions mixtes, etc. J'en ai déjà parlé. Tout cela n'empêche pas qu'il reste absolument partisan d'une conquête militaire intégrale de l'Algérie. Alors qu'à l'époque, on discutait conquête partielle, conquête intégrale, progressive d'un coup. Lui il dit non, il faut le faire rapidement, il faut que ce soit intégralement fait. Et il dresse aussitôt, à la suite de tous ces développements que je viens de... un budget, les colonnes, combien ça va coûter, combien de corps d'armée, à quel endroit les disposer, comment les nourrir, enfin toute la logistique est là. Il avait un sens de l'organisation étonnant. Et tout de suite, on voit que le coût économique et humain de la conquête, c'est essentiel pour lui. Et en même temps, ça, c'est tous les militaires de l'époque ont fait ça ils sont doublés d'un administrateur civil imposé par Paris,
Mais alors, les relations entre le gouverneur général militaire et l'administrateur civil sont épouvantables. Et le thème, j'ai rarement vu de texte aussi anti-fonctionnaire, anti-bureaucratique que ceux de Pelletier de Reynaud dans ses annales. Et je termine là-dessus, même si j'ai un peu quelques minutes de retard. Il dit, bon, mettons à part les considérations de morale. Supposons que la France doive établir sa domination en Afrique. Comment s'y prendre? Comment y parvenir? Est-ce qu'elle doit exterminer les indigènes ou les réduire en servitude, comme l'ont fait les Espagnols? Ce serait aller à l'échec. Et je cite, « Les Arabes ne sont point, comme les premiers Américains du Sud, des créatures faibles et désarmées. Ce sont des hommes braves et vigoureux que nos armes n'effraient pas et qui, poussés à bout, seraient terribles. » Bon, c'est intéressant comme diagnostic. Est-ce qu'on pourrait imaginer de les refouler vers l'intérieur? Le problème, c'est qu'il y a une zone qui s'appelle le Sahara et que je connais bien les Arabes, ils n'ont pas du tout envie d'aller s'exiler au Sahara et ils résisteraient, ce serait une longue guerre, ils seraient capables d'observer notre système guerrier et peu à peu, ils risqueraient de l'emporter sur nous. Est-ce qu'on peut à ce moment-là les régenter à distance, comme le font les Anglais avec les Indiens? Dans ce cas, on ne voit pas quel profit on pourrait en tirer. Donc du coup, la seule solution avantageuse, juste et durable, c'est le système de fusion. On donnerait aux tribus arabes les droits des Français coloniaux comme récompense de la tranquillité de leur conduite. Évidemment, ça c'est paradoxal. On les envahit, et puis si vous êtes gentil avec nous, que vous respectez évidemment notre autorité, à ce moment-là, on vous récompense en vous donnant nos droits. Vous voyez ce genre de marchandage moral qui, évidemment, bien sûr, avec le recul du temps, nous paraît étrange. Mais il fallait favoriser les alliances mixtes, affaiblir les préjugés religieux. Alors, il y a des phrases extraordinaires où il dit « mais le problème vient surtout des Européens. Ce sont les préjugés de race, mais de race au sens un peu ancien du terme, c'est-à-dire mépris pour d'autres nations, pour d'autres peuples. Ce sont les préjugés de race des Européens qu'il faut combattre. » Il y a des textes étonnants. Vous voyez à quel point cette pensée est composite. Et si ma solution, certes, peut paraître utopique, elle est complexe, je le reconnais, dit-il, mais si à ce moment-là on juge que la fusion est impossible, l'assimilation complète de deux populations, il vaut mieux abandonner l'Afrique, qui dans ce cas ne serait jamais pour nous qu'un incommode fardeau. Conclusion étonnante, vous voyez, il balise tous les possibles et à la fin il dit peut-être qu'au total il faudra quand même abandonner l'Afrique si l'assimilation n'est pas possible. On ne peut pas vider les habitants pour les remplacer par des Européens, il faut retrouver des candidats, etc. Donc il va falloir faire avec les indigènes, on ne peut pas faire autrement. Voilà le mot de la fin sur ce personnage qui, je crois, méritait qu'on s'y arrête et on poursuivra donc la semaine prochaine. Merci.